Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour la première émission de cette nouvelle saison de Business Africa. Cette semaine, nous nous tournons vers les productions locales, que ce soit dans le textile ou l'agroalimentaire, et nous revenons sur les leçons que l'Afrique a tirées du sommet des BRICS à Johannesburg. Mais tout de suite, voici les titres. Le tissu DOP revit grâce à une association qui entend bien lui rendre ses lettres de noblesse en formant les jeunes. Si les jeunes ne s'y intéressent pas, si on n'organise pas les awards comme nous avons fait, parce qu'il faut des cérémonies de récompense de ces artisans pour attirer déjà des jeunes à s'y intéresser. Au Gabon, une entrepreneuse se bat pour atteindre la meilleure qualité possible dans la fabrication de chocolat à partir de ressources locales. C'est des chocolats de notre plantation, donc on les réserve sur ces tablettes dites de plantation, qui permettent de bien identifier la source du cacao. Une algue centenaire pour se vivifier, c'est le pari de la spiruline, une microalgue découverte au bord du lac Tchad et aujourd'hui célèbre dans le monde entier. On s'est rendu compte que ce produit était devenu un produit merveilleux, un produit extraordinaire. Pour les enfants de 0 à 5 ans, en 30 jours, les enfants récupéraient totalement leur santé. Au Cameroun, l'étoffe traditionnelle DOP a longtemps été réservée aux rois et aux notables avant de perdre peu à peu sa valeur de tissu sacré. Elle apparaît malheureusement aujourd'hui comme un produit bas de gamme, souvent imité. C'est ici qu'intervient l'association Sauvons le DOP, qui incite les jeunes à se former auprès des artisans qualifiés tout en insistant sur l'importance de la préservation de ce tissu sacré pour le maintien de l'équilibre des traditions africaines. Reportage de Maxime Farel-Bonia. Emblème du pays, étendard de toute la région Bamléké, le ndop est cette étoffe traditionnelle la plus respectée, la plus vénérée, qui est née d'un tissage de coton suivi d'un tissage de fibres de raffia. Une technique de réserve qui date d'avant le 11e millénaire dans certains pays d'Afrique et qui a commencé à être utilisée au Cameroun dans les années 1500-1600. Cette étoffe exprime le mystique Grassfield, une région des savanes de l'ouest du pays qui intervient dans tous les rites traditionnels de la royauté. Nous sommes ici au village Batosso. Et d'où vient le mot Batosso? Selon l'histoire, ce sont des migrants venant du nord-ouest qui sont arrivés à Baham. À la chefferie, le roi les a installés dans ce village qu'on appelle maintenant Batosso. Et maintenant, étant donné qu'ils se sont installés à Batosso, ils ont enseigné au peuple Baham le type de la fabrication du tissu ndop et qui était en fait leur histoire, le tissu ndop, parce que ndop c'est dans le nord-ouest du Cameroun. Le ndop, longtemps resté tenue d'apparat des chefs traditionnels et des notables initiés, cette étoffe mondialement respectée et associée à tous les grands événements culturels tels que les parades traditionnelles, assises solennelles, cérémonies magiques, est aujourd'hui imitée et abhorrée par tout le monde et pour n'importe quelle occasion. On retrouve ainsi des étoffes ratées au cours du processus de production qui sont considérées comme des étoffes bas de gamme ou bien des imitations ou répliques des motifs d'étoffes sur du simple tissu. La commerçante Angelina ne vous dira pas le contraire dans ce marché de Baham. Nous tous, on est en train d'enjoy le pain traditionnel. Avant, ce n'était pas comme maintenant. Avant, quand tu voyais quelqu'un avec le pain traditionnel sur lui, tu vas respecter la personne. Mais maintenant, avec le temps moderne, tout a changé. Mais jusqu'à là, la personne qui connaît doit connaître que ça c'est le moins cher et ça c'est l'original. Cet emblème culturel qui a longtemps inspiré le respect parce que personne d'autre en dehors des initiés de la tradition dans l'ouest du Cameroun ne pouvait l'avoir, est également menacé par la perte du savoir-faire nécessaire pour sa conception, ce qui précipite de tissus rituels vers sa disparition. Le savoir-faire est vraiment en voie de disparition. Disparition pourquoi? Parce que sur les anciennes étoffes, on constate que les motifs étaient très bien faits. Mais de nos jours, on constate que beaucoup de jeunes artisans moins formés ou qui n'ont pas achevé leur formation se précipitent à s'intéresser à la fabrication et ce qui fait que la réalisation, le produit final est de très mauvaise qualité.
Mais les pagnes bas de gamme vendus sur les marchés ne peuvent égaler les originaux comme ceux que tisse l'artisane Marie-Louise ici à Baham. Cette artisane va d'abord chercher au marigot les feuilles de raffia. Elle en extrait ensuite des fibres qui vont lui servir de fil pour broder des motifs qui représentent des symboles. Ce savoir-faire et ce moyen de vivre, Marie-Louise l'a hérité de ses parents. Nos parents nous ont appris à tisser, à détacher. Il y a ce qu'on appelle les courts tissus, on appelle l'autre là 3 dicks. L'autre ici c'est le 5 dicks, donc c'est 5 parties. Le 3 dicks là on peut faire en 3 jours. Mais on part d'abord au marigot chercher le fibre. On vient arranger, on sèche, c'est avec ça qu'on coud. Dès qu'on coud, donc on part alors tremper, on revient détacher. Donc c'est comme ça. Donc c'est notre moyen de vivre ici à Baham. Le tissu est ensuite teint à l'indigo, puis à l'aide d'un couteau bien aiguisé, débarrassé de ses coutures en raffia. Les motifs brodés par l'artisan apparaissent alors sur le tissu. Dans l'optique de préserver le côté sacré de ce patrimoine national camerounais, Herman Yongue, promoteur culturel et président de l'association Sauvons le DOP créée en 2020, incite les jeunes à s'intéresser à la véritable conception d'une DOP en apprenant les techniques de tissage et de teinture auprès des artisans qualifiés. Si les jeunes ne s'y intéressent pas, si on n'organise pas les awards comme nous avons fait, parce qu'il faut des cérémonies de récompense de ces artisans pour attirer déjà des jeunes à s'y intéresser, ou alors des parents à former leurs enfants. Un enfant même déjà à partir de 5 ans peut déjà tisser, peut déjà imiter les parents. C'est comme ça. Donc il y a des enfants qui sont aptes et ceux qui ne parviennent pas à bien faire. Mais certains le font très bien. Travailler pour la valorisation du tissu DOP à travers la création des centres de formation et en faveur de son inscription au patrimoine culturel mondial de l'UNESCO, telles sont les missions prioritaires de l'association Sauvons le DOP. But, redonner de la noblesse à cette magnifique étoffe, car selon les chiffres, 80% de ce qui s'échange dans les marchés constitue du bas de gamme ou de la contrefaçon. Par conséquent, près de 500 variétés d'imitations sont visibles dans les marchés, alors qu'il y a 5 ans, on en comptait moins de 30. Il faut faire vite, car le Cameroun compte actuellement une 50aine de producteurs de l'étoffe DOP et près de 400 artisans encore en activité, présents pour la majorité dans la région de l'Ouest Cameroun. La Namibie est-elle un nouveau géant de l'énergie en Afrique? Les majors pétrolières Shell et Total Energy viennent en tout cas de découvrir 11 milliards de barils de pétrole offshore dans le bassin d'Orange et aussi des milliards de pieds cubes de gaz naturel. C'est ce qu'a annoncé la société publique pétrolière nationale Namcor. Elle a souligné que la découverte pourrait doubler le PIB du pays d'ici 2040. Une perspective remarquable pour un pays qui ne produisait jusque-là ni pétrole ni gaz. Et ce n'est pas tout puisqu'il dispose également d'importantes réserves de minéraux de terres rares. Le gouvernement vient d'ailleurs de signer un accord de coopération dans ce domaine avec le Japon. Si vous utilisez Internet, vous avez peut-être remarqué une lenteur inhabituelle du réseau dans certains pays comme l'Afrique du Sud. C'est en raison d'un éboulement sous-marin qui a affecté plusieurs câbles de fibres optiques et particulièrement le câble d'Afrique de l'Ouest qui longe la côte entre l'Europe et l'Afrique du Sud. Mais des réparations sont en cours et devraient être finalisées en septembre en fonction des conditions météorologiques. L'or brun pourrait-il encore davantage enrichir l'Afrique? L'industrie de confiserie du chocolat représente un marché global de près de 115 milliards d'euros par an à travers le monde. Mais pendant longtemps, les pays producteurs africains se sont contentés de l'exportation des fèves et de l'importation du chocolat. Un statu quo illogique qui va à l'encontre des objectifs de transformation de la production locale. Certains entrepreneurs relèvent le défi. Exemple au Gabon avec les chocolats de Julie. C'est un reportage de notre correspondant sur place, Jean-Louis Dabali. Chaque week-end, Julie inspecte sa plantation de cacao pour vérifier la bonne croissance de ses 1000 cacaoyers. Ce verger, situé au Cap Esterias, à une quarantaine de kilomètres de Libreville, abrite l'une des matières premières d'exception utilisées par les maîtres chocolatiers du monde.
Depuis plus de 10 ans, Julie et son époux français conduisent un véritable projet de plantation de cacao durable. Elle s'inspire du modèle villageois des plantations de sa grand-mère. Criollo, Trinitario et plusieurs autres variétés de cacao poussent dans cette plantation. Cet ingénieur agronome conseille régulièrement les équipes de Julie sur les nouvelles méthodes d'agroforesterie. Depuis la mise en place de ce verger, je constate qu'il y a une nette évolution. Parce qu'avec un objectif de 3 hectares au départ, nous sommes aujourd'hui à 5 hectares de cacaoyers plantés et qui sont en production. Certes, il y a un gros souci au niveau de l'encadrement. Ce que nous devons faire maintenant, c'est de faire en sorte que ce promoteur puisse être encadré du point de vue du suivi de la plantation jusqu'à la transformation, disons, aux opérations post-récolte, autant pour moi. Parce qu'il est bien beau de produire du cacao, mais si vous ne maîtrisez pas le process de l'écabossage, de la fermentation, du séchage et de la mise en sac, votre cacao n'a pas une bonne valeur marchande. Avec l'ambition de produire jusqu'à 10 tonnes de fèves par an, l'arrivée de cet ingénieur donne désormais de rêves de grandeur à Hervé, l'époux de Julie. Je crois qu'on va poursuivre ce travail-là de conseil parce que nous ne maîtrisons pas tout. C'est vraiment une expertise pointue comme la ciel dont nous avons besoin pour poursuivre le projet de développement et de croissance de la chocolaterie et des plantations de Julie. C'est dans cette chocolaterie située en centre-ville où sont transformées les fèves issues de sa plantation ou achetées auprès de la caisse cacao. En 10 ans, Julie a réussi à détrôner les multinationales qui proposent sur le marché local des tablettes, véritable chasse gardée des industriels comme le français Barry. Sa marque, les chocolats gabonais de Julie, c'est plus de 20 saveurs fraîches. Ce qui fait la particularité des chocolats gabonais de Julie, c'est parce que nous avons une large gamme de nos produits. Donc, nous avons développé de nouveaux produits comme la tablette à la badame. Et on a aussi de bonbons de chocolat que vous avez là sur des vitrines. Donc, ces bonbons de chocolat, on a aussi de nouveaux produits que nous avons sortis sur le marché, donc dans nos boutiques. On a ici, par exemple, le coco avec du rhum au coco. Donc c'est un chocolat au lait et on a aussi le rhum coco, on a aussi à la vanille et on a aussi le thé matcha, donc du chocolat au thé matcha et du chocolat au thé vert. Et là, on est en train d'étudier un autre chocolat qu'on va sortir d'ici là. Donc, c'est avec de la menthe du Gabon. On transforme de la fève, donc on prend par exemple nos fèves soit à notre plantation ou soit on les achète à la caisse cacao. Donc on les trie, on les met en machine, on les torréfie, on les conche. Non, avant de les concher, on les broie, on souffle et on met au conchage. Et moi, je prends la partie là où je transforme en bonbons de chocolat, en tablettes et en d'autres dérivés de produits de chocolat. Voilà. À force de travail, les chocolats gabonais de Julie sont devenus emblématiques dans un pays où on fait de bonnes fèves, mais pas de chocolat. Hervé est une aide précieuse dans cette aventure. Nous avons la chance ici au Gabon, qui est un pays béni au niveau des matières premières, que ce soit dans le sous-sol ou au niveau forêt, produits du terroir en forêt et agriculture. Donc tout est là. Donc en fait, il faut encore une fois fédérer tout ça, rassembler tout ça. Donc le cacao, vous avez vu, nous sommes planteurs. Pour pouvoir sourcer du cacao de bonne qualité et le mettre notamment dans ces tablettes là, ça c'est du chocolat de plantation, donc on le réserve, c'est des chocolats de notre plantation, donc on les réserve sur ces tablettes dites de plantation qui permettent de bien identifier la source du cacao. Réussir en Afrique dans l'entrepreneuriat n'est pas un pari facile. Et pourtant, Julie fait partie de cette nouvelle génération de jeunes entrepreneuses gabonaises qui se font remarquer.
Ce jour-là, elle est invitée par l'ambassade des États-Unis au Gabon pour parler de son modèle de réussite devant des jeunes entrepreneurs. Les chocolats de Julie m'inspirent énormément parce que au départ, je me suis posé la question de savoir comment est-ce qu'elle a fait pour arriver à ce stade-là. Et en nous parlant d'elle, j'ai compris qu'on peut partir de rien, juste en allant d'une idée. Et au fur et à mesure que l'on développe cette idée, rencontrer des personnes et avoir des opportunités qui peuvent nous pousser justement à nous lancer. Aujourd'hui, Julie est considérée dans son pays comme une véritable pionnière dans le secteur de la transformation artisanale du chocolat. Son savoir-faire a déjà été récompensé sur la scène internationale. En 2015, la chocolatière s'était vue décerner en Italie Hero Chocolate Awards, une distinction attribuée chaque année aux chocolatiers du monde. Avant la Covid-19, le couple très complémentaire comptait 5 boutiques dans la capitale Libreville. Il en reste 2, avec un chiffre d'affaires qui oscille entre 200 et 300 millions de francs CFA par an. Le duo prépare une levée de fonds pour la construction d'une usine de transformation de l'or brun et aussi ouvrir très prochainement des enseignes à Paris et à Washington. Bienvenue dans la deuxième partie de notre émission. Le groupe des BRICS, constitué jusqu'à présent du Brésil, de la Russie, de l'Inde, de la Chine et de l'Afrique du Sud, compte 2 nouveaux membres africains. L'Égypte et l'Éthiopie font partie des 6 nations qui vont rejoindre ce groupe des pays émergents à compter du 1er janvier. L'Algérie était aussi dans le rang des candidats, mais n'a pas réussi à intégrer le club. Pour parler de ce que l'Afrique attend du groupe des BRICS, je suis rejointe depuis Johannesburg, où s'est tenu le sommet BRICS par Priyal Singh, chercheur à l'Institut des études de sécurité d'Afrique du Sud. Priyal Singh, bonjour et merci de me rejoindre sur Business Africa. Quelle importance revêt l'arrivée des 2 nouveaux membres africains au groupe des BRICS ? Je pense qu'il est positif que d'autres États africains aient été ajoutés au groupe. Je pense que la plupart d'entre nous cherchent actuellement à comprendre exactement quels ont été les critères de sélection utilisés spécifiquement pour ces 2 nouveaux pays, l'Égypte et l'Éthiopie. Je suppose qu'un certain nombre d'autres pays africains ont pensé qu'ils feraient également d'excellents candidats. Je suis sûr qu'il doit y avoir une certaine forme de déception et de confusion sur le continent quant à la raison pour laquelle l'Éthiopie et l'Égypte ont été inclus et pas d'autres membres influents d'Afrique de l'Ouest, d'Afrique du Nord, etc. Dans l'ensemble, je pense qu'il s'agit d'une évolution positive et je pense qu'il est important de noter que cela modifie la dynamique politique au sein du groupe des BRICS. L'Afrique du Sud n'est plus la seule voix africaine pour l'ensemble du groupe des BRICS. Est-ce que le sommet a changé la manière dont l'Afrique, au sens large, considère le groupe ? Oui, je pense certainement que le sommet des BRICS de Johannesburg a changé l'opinion collective de l'Afrique sur le groupe des BRICS dans son ensemble. Je pense que le sommet de Johannesburg a certainement été l'un des sommets des BRICS les plus importants que nous ayons jamais connus. Je pense que c'est le signe de la montée en puissance et de l'influence des BRICS en tant que collectif, en tant que voix du global du Sud. Et je pense que de nombreux pays africains considèrent le groupe des BRICS comme le leader du Sud, le leader qui défend les voix du Sud. Je pense donc que de nombreux pays africains tentent de s'engager de manière plus globale et de coordonner leurs actions avec le groupe des BRICS, afin que les pays du Sud puissent travailler ensemble pour tirer parti de leur poids et de leur influence collective dans le système international, pour remettre en question la domination de nombreuses puissances occidentales qui ont eu la mainmise sur le système pendant de nombreuses années.
Pendant le sommet, on a appris la disparition d'Evgeny Prigojine, le patron de la milice Wagner et de ses associés, tous déterminants dans les activités du groupe en Afrique. Comment voyez-vous l'avenir des pays africains proches de la Russie ? La situation en matière de sécurité dans bon nombre de ces pays africains qui ont fait appel au service du groupe Wagner n'a pas changé malgré la disparition de Prigojine. Ce qui signifie que les lacunes du marché en matière de sécurité que Wagner comblait en permanence sont toujours là. Il existe donc une forte demande pour les services de ce type d'entreprise militaire privée sur l'ensemble du continent africain, pour toute une série de raisons liées aux défaillances de la gouvernance, aux lacunes en matière de sécurité, etc. La demande existe donc toujours et je suppose qu'elle sera toujours satisfaite par la Russie, que ce soit par l'intermédiaire de Wagner ou d'autres acteurs militaires privés venant de Russie, etc. Je pense que la demande existe toujours et que la Russie est prête à répondre à cette demande en Afrique. Priyal Singh de l'Institut des études de sécurité d'Afrique du Sud, merci beaucoup. Et c'est une autre première pour l'Égypte. La ville portuaire de Port Saïd a en effet accueilli le premier porte-conteneur alimenté au méthanol vert. Le bâtiment de l'armateur danois Maersk a relié l'Asie à l'Europe pour la première fois avec ce carburant dérivé de l'hydrogène vert et a fait escale à la sortie du canal de Suez pour un réapprovisionnement. Il est reparti de Port Saïd avec 500 tonnes de méthanol vert dans sa soute. La première phase de l'unité de production d'hydrogène vert dans la zone du canal de Suez a été récemment inaugurée. Violence, contenu sexuel explicite, discours de haine, langage vulgaire et attitudes offensantes. Cela fait beaucoup et c'est ce que le Kenya reproche au réseau social TikTok. Le président du pays, William Ruto, a confirmé que la plateforme allait dorénavant intensifier sa modération pour expulser tout contenu inapproprié ou offensant. La Somalie a déjà décidé il y a 2 semaines d'interdire TikTok et Telegram, accusant ces réseaux de faciliter la propagation de l'immoralité et du terrorisme. Le Sénégal a de son côté suspendu TikTok qu'il accuse d'avoir attisé de violentes manifestations. Parlons à présent d'un aliment hyper riche de plus en plus apprécié dans le monde. Il s'agit de la spiruline, une microalgue devenue très populaire depuis les années 70. À l'époque, elle avait été trouvée sous forme de galettes sèches vendues dans les marchés autour du lac Tchad, mais sa consommation remonte sans doute au IXe siècle en Afrique. Aujourd'hui, la microalgue est principalement cultivée en Chine, mais plusieurs pays africains comme le Bénin poursuivent son exploitation, notamment pour combattre la malnutrition. Regardez. Cette algue découverte en 1950 dans le lac Tchad fait des miracles. Avec 5 grammes administrés chaque jour sous forme de complément alimentaire, elle remet sur pied un enfant souffrant de malnutrition sévère en quelques semaines. Le nom de cette plante, la spiruline. Très riche en vitamines, minéraux, oligo-éléments et en protéines, elle réunit toutes les vertus pour réguler le taux de cholestérol dans le sang et renforcer le système de défense immunitaire chez les personnes porteuses du VIH. La spiruline met également le consommateur à l'abri de la grippe et du paludisme, la première cause de mortalité en Afrique. Des pays comme le Bénin ont vite compris les bienfaits de cette algue providentielle. À l'unité de production de la spiruline UPS, Roger Kumblenou Andouké et son équipe s'investissent dans la culture de l'algue pour répondre à une demande pressante. Dans ce pays, 43% des enfants de moins de 5 ans souffrent de malnutrition. À l'aide de la spiruline d'importation, nous avons pu récupérer une trentaine d'enfants en moins de 30 jours. On s'est rendu compte que ce produit était devenu un produit merveilleux, un produit extraordinaire. Pour les enfants de 0 à 5 ans, en 30 jours, les enfants récupéraient totalement leur santé. On s'est rendu compte au cours du projet que même les personnes d'un certain âge, disons les personnes âgées, n'est-ce pas, se retrouvaient, les sportifs se retrouvaient, les femmes enceintes. Donc bref, c'est pratiquement toutes les tranches d'âge, n'est-ce pas, qui se retrouvaient, n'est-ce pas, dans la consommation de la spiruline.
La spiruline pousse dans les eaux à une température de 25 degrés Celsius. Sur ce point, l'Afrique offre des conditions propices pour la culture de l'algue à grande échelle. Mais son exploitation demande beaucoup de rigueur, de travail et des moyens adéquats pour faire face à des intempéries qui peuvent affecter le rythme de fabrication. S'ajoutent à cela des problèmes d'électricité, d'infrastructure et de manque d'équipement. Des écueils qui, une fois palliés, pourraient accroître considérablement la production de spiruline. La spiruline, c'est une microalgue. Elle est photosynthétique et elle est cultivée dans des bassins qui sont à l'air libre. Donc, tout ce qui est facteur climatique intervient sur le développement de la spiruline. Donc, l'ensoleillement, si la période est pluvieuse. Actuellement, l'UPS produit 2 à 3 kg d'algues par jour. Cette ressource végétale est ensuite transformée en complément alimentaire ou bien en yaourt, en biscuits. Mais des ateliers de l'UPS sortent également des produits d'hygiène à base de spiruline, savon, shampoing. De nouveaux produits sont en phase d'étude comme le lait pour le corps, la vinaigrette et des jus de fruits. Des produits qu'attendent les clients, des particuliers mais surtout des grossistes, des supermarchés et des pharmacies béninoises. Le rêve de l'UPS, c'est de conquérir le marché de la sous-région, à commencer par le Togo voisin. Dans cette perspective, l'UPS nourrit l'ambition de multiplier par 3 ou 4 ses capacités de production pour répondre aux besoins des Béninois, mais aussi pour satisfaire la demande qui s'exprime dans la sous-région. Si tous nos bassins étaient en production, nous aurions eu annuellement entre 2 tonnes et 2 tonnes 5. Actuellement, nous sommes à 800 kg de production du fait que nos infrastructures de production fonctionnent au tiers du fait du vieillissement et manque de financement, n'est-ce pas, pour renouveler, n'est-ce pas, ces infrastructures. Donc actuellement, nous sommes autour de 800 kg et ça fait que nous sommes strictement cantonnés à satisfaire le marché intérieur. Mais tout cela nécessite de grands moyens, notamment l'installation de panneaux solaires pour s'affranchir des délestages du réseau électrique, mais aussi pour s'assurer des économies sur la dépense en énergie. Marianne Liu Nento, chargée de suivi et d'évaluation de projets pour Power Electrical Generation, étudie le projet. De toute façon, il y aura un investissement quand même à faire, un bon investissement à faire quand même, parce qu'il y a beaucoup de moteurs là. Sur le site, il y a beaucoup de moteurs. Et il y a beaucoup d'appareils qui ont des puissances relativement élevées. Voilà. À l'image du Bénin, les fermes de spiruline se multiplient à travers le continent. Le Burkina Faso compte déjà plusieurs exploitations installées à l'initiative d'associations et d'ONG humanitaires. Mais de tels projets méritent le soutien des partenaires pour leur développement. L'enjeu est réel quand on sait que 40% des ressources des États d'Afrique au sud du Sahara sont englouties dans les dépenses de santé. Et voilà, Business Africa, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve la semaine prochaine, même chaîne, même heure pour Initiative Africa. Je recevrai Madame Latrekai Edzona Lorson-Ogban, membre de la commission des arbitres de la CAF et arbitre instructrice de la FIFA. En attendant, vous pouvez revoir cette émission sur notre site web africaonair.com et nous suivre sur nos réseaux sociaux. N'hésitez pas à liker, partager et commenter en utilisant le hashtag Business Africa. Bonne semaine à tous et à la semaine prochaine.